moins il y a de mauvaises combinaisons et mieux on digère. On pourrait associer plusieurs aliments dans un même repas à condition de savoir comment bien les combiner. Si on savait bien combiner nos aliments, on pourrait faire plusieurs combinaisons avec plusieurs aliments. Mais lorsqu'on ne sait pas faire ça, vaut mieux réduire ces combinaisons et réduire donc la complexité de notre digestion. AVS avec Philippe Robichon. On est reparti pour une nouvelle semaine santé sur Beurre FM, ce qui me permet de vous souhaiter une bonne santé, à votre santé, avec le docteur Kaina Oussedik qui est là. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur en biochimie moléculaire et alimentaire. On rappelle pour tout le monde ce que c'est. La biochimie alimentaire et moléculaire, c'est le devenir de tout ce que nous mangeons dans notre tube digestif. On mange des aliments, ils se transforment en nutriments et ils vont provoquer plusieurs cascades métaboliques. Bien, et on va en parler ce matin. Le docteur Karim Ferrit avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Chirurgien urologue, et tous les deux vous avez écrit La magie de la digestion chez Inter Éditions. Parfois je me dis que manger c'est devenu presque une discipline, un métier, on ne sait plus comment manger. Alors il y a eu beaucoup de questions suite à votre première venue. La première, ça concerne le citron. Je ne sais pas pourquoi les gens sont obsédés, obnubilés par le citron. Alors le citron, c'est alcalin ou acidifiant ? Alors attention, le citron, tout le monde a raison, c'est un acide et c'est un alcalin. Mais alors pour expliquer, pour que ça soit un peu plus clair pour les gens, c'est lorsque nous mangeons le citron est riche en vitamines. Et quelle est cette vitamine qui le rend acide ? C'est ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Donc vitamine C égale acide ascorbique. Donc c'est un aliment à la base qui est riche de ces vitamines qui sont acides. Lorsque nous allons le manger, il va passer par différentes étapes de digestion et après ces étapes de digestion, lorsqu'il se transforme en nutriments, ça devient un alcalin. D'accord, donc en fait il est les deux. Il est les deux. Au départ, il est acide. Dans la bouche, donc quand il arrive dans la bouche, il est acide. Exactement. Ensuite, il va tomber dans votre estomac. L'estomac va le modifier, le transformer en nutriments, les intestins également. Et à la fin de son parcours, il devient alcalin. S'il y a eu beaucoup de questions sur le citron, c'est que vous avez parlé de la vinaigrette au citron. C'est ça. Donc, vous disiez qu'il ne fallait pas associer certains aliments avec la vinaigrette au citron parce que ça modifiait la propriété de l'aliment. Tout à fait. Et on parlait surtout des féculents, de ce qu'on appelle en chimie les amidons. Lorsque nous mangeons un aliment donc acide, comme le citron, il va arriver dans notre bouche et il va stopper la sécrétion d'une enzyme qui est très importante pour la transformation des féculents. La première étape de digestion des féculents se fait dans la bouche grâce à une enzyme. Et si on met un citron ou on met n'importe quel fruit ou acide ou comme vous le dites vinaigre en même temps, on va stopper la sécrétion de cette molécule dans la bouche. Et donc la première étape de digestion de ce féculent ne se fera pas. Et lorsqu'il pas dans la bouche en tout cas. Il se fera pas dans la bouche. Et lorsqu'il va arriver dans l'estomac va avoir du mal à le transformer parce qu'il n'a pas été enrobé de cette première molécule qui était dans notre salive. D'accord. Et donc ça, c'est vrai de toutes les vinaigrettes d'ailleurs. Hein. Exactement. Tout acide va inhiber la sécrétion de cette enzyme salivaire. Et donc les féculents ne pourront pas être digérés correctement. Et donc malheureusement, une mauvaise digestion va augmenter la probabilité de stocker et de fabriquer ce qu'on appelle les cellules de graisse. Bien. Deuxième question, moins il y a d'aliments, mieux on digère, vrai ou faux ? Oui, moins il y a d'aliments, mieux on digère. Ce que alors la phrase la plus exacte serait moins il y a de mauvaises combinaisons et mieux on digère. On pourrait associer plusieurs aliments dans un même repas à condition de savoir comment bien les combiner. Parce qu'en réalité, on parle des aliments, mais ces aliments font partie de groupes alimentaires. Donc il y a le groupe des protéines animales, le groupe de ce qu'on appelle les aliments neutres, le groupe des aliments acides. En réalité, si on savait bien combiner nos aliments, on pourrait faire plusieurs combinaisons avec plusieurs aliments. Mais lorsqu'on ne sait pas faire ça, vaut mieux réduire ces combinaisons et réduire donc la complexité de notre digestion. Pour tous ceux qui viennent de terminer leur petit déjeuner maintenant, donc par exemple, si on prend pain, beurre, confiture ou pain, beurre, miel, alors juste si on rajoute de la confiture ou du miel, c'est pas terrible. Alors si on rajoute de la confiture ou du miel, c'est parce que ce sont des aliments trop sucrés. Et lorsqu'on se réveille, on a déjà suffisamment de sucre dans notre sang. On n'a pas besoin d'aller sucrer davantage notre corps. Mais ceux qui viennent de faire tartines, beurre et jus de fruits, là c'est la cata. Ils ont fait un acide avec un féculent. Et troisième question, donc, on digère mieux les aliments cuits ou crus ?
Alors, les aliments cuits et crus, il y a souvent beaucoup d'informations sur ces deux familles alimentaires. Alors, il y en a qui vont dire manger cru, c'est bénéfique parce qu'on va manger les vitamines, en tirer les minéraux, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que notre tube digestif, certes, il est resté primitif, celui de Cro-Magnon, mais dans ce tube digestif, et ce qu'on va dire aujourd'hui justement sur ce fameux microbiote qui est composé de 100 000 milliards de bactéries, il ne faut pas oublier que ces bactéries ne sont plus celles de Cro-Magnon. Elles ont évolué, elles se sont adaptées au monde d'aujourd'hui. Donc manger cru certains aliments, pourquoi pas, mais manger 100% cru, là, il va falloir faire très attention. On a besoin de fibres cuites et donc concentrées en fibres alimentaires pour venir faire une certaine activité dans notre tube digestif qui est de plus en plus nécessaire au jour d'aujourd'hui avec tous les polluants qui existent. Alors on va le voir ce matin, combiner des aliments, c'est aussi d'une certaine façon prévenir les maladies, notamment les maladies inflammatoires digestives, ce qu'on appelle les MICI. Alors qu'est-ce qui rentre dans les MICI ? Quel type de pathologie on a, docteur Ferry ? Alors les deux principales pathologies des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont la rectocolite hémorragique, appelée RCH, ou la maladie de Crohn. Alors c'est deux maladies légèrement similaires mais qui ne se retrouvent pas au même niveau du tube digestif. La maladie de Crohn, ça atteint souvent l'iléon terminal, c'est-à-dire le petit intestin, l'intestin grêle. Ça peut atteindre tout l'intestin de l'anus jusqu'à la bouche, mais c'est surtout à l'iléon où il est localisé. Et la rectocolite hémorragique, ça touche surtout le bas du rectum et parfois le côlon. Donc c'est des maladies qui évoluent par poussée inflammatoire aux alentours entre 20 ans et 30 ans. Et ça touche beaucoup de personnes en France. Les dernières statistiques révèlent à peu près 200 000 personnes atteintes de ces maladies. Et l'élément fondamental de ces pathologies, comme elles sont définies, c'est l'inflammation du tube digestif. Et on pourra parler de l'inflammation en général dans l'organisme qui favorise de nombreuses pathologies, dont celle-là. Ce à quoi on rajoute ou pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le syndrome du côlon irritable, qu'on appelle aussi la colopathie fonctionnelle, parce que ça fait partie des MICI. C'est que dans les deux premières pathologies que j'ai citées, il y a une entité histologique, il y a des lésions, alors que les troubles fonctionnels intestinaux, le côlon irritable, c'est surtout une symptomatologie, mais qui est liée aussi à l'inflammation, à la mauvaise digestion, et je pense à une mauvaise combinaison des aliments. Bon, vous nous expliquez en quoi elle consiste, cette fameuse inflammation ? Alors, il faut savoir déjà qu'on a ce qu'on appelle un système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est un arsenal de plusieurs cellules qui se baladent partout dans tout notre corps et qui veillent à ne pas laisser les intrus rentrer ou nous agresser. Donc, ce système immunitaire, on le retrouve sur notre peau, on le retrouve au niveau des muqueuses, au niveau du nez, de la bouche, des oreilles, des parties urogénitales. Ce système immunitaire, c'est ces cellules guerrières qui sont là et au moindre intrus, elles attaquent. Malheureusement, parfois, ces cellules vont attaquer un intrus et ensuite, elles vont rester actives derrière. Donc, cette inflammation qui était première attaque pour l'intrus, mais derrière, cette inflammation, elle continue. Et donc, on va aboutir sur ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Donc, l'inflammation chronique, ça a plusieurs causes et plusieurs conséquences. Donc ça atteint quasiment tous les organes de l'organisme. Ça peut atteindre les vaisseaux sanguins en créant de l'inflammation sur les vaisseaux, ce qui peut entraîner de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus du myocarde. Ça peut atteindre les articulations, donner des maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde. Longtemps, on a parlé d'inflammation justement au niveau de ces organes-là. Donc, exactement. Mais ça peut toucher, par exemple, l'inflammation chronique diminue, par exemple, la sécrétion de sérotonine, qui est une hormone cérébrale qui peut entraîner de la dépression quand elle est en déficit. Ça peut donner des maladies dégénératives au niveau cérébral, telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Encore pire, l'inflammation chronique, ça peut altérer les cellules de l'organisme et ça peut entraîner des cancers. C'est quand ces cellules qui sont censées juste nous défendre commencent à se sécréter de manière continue.
Et donc, elles vont se mettre à faire la guerre tout le temps, si je peux dire ça comme ça. Et malheureusement, on retrouve aussi ce type d'inflammation dans le tube digestif. On le retrouve dans des maladies telles que le diabète. En fait, il y a plusieurs causes. C'est multifactoriel, l'inflammation chronique. Ça peut être génétique, ça peut être des maladies thyroïdiennes, auto-immunes qui créent une inflammation chronique, ça peut être notre mode de vie, nos habitudes de vie qui sont délétères, telles que fumer, telles que ne pas faire d'exercice physique, le stress et surtout l'alimentation. Nos pays occidentaux ont une alimentation qui est extrêmement riche en sucre, riche en acides gras saturés et acides gras transformés. Tout cela perturbe le microbiote, ce qui crée une inflammation importante au niveau du tube digestif. Et cette inflammation du tube digestif, cette perturbation du microbiote a des cascades importantes sur de nombreuses maladies. Donc Aïna va nous parler quand du cette microbiote. inflammation persiste dans le tube digestif, qu'est-ce qui se passe? Donc on finit par perdre ces fameuses bactéries qui sont notre microbiote, pour lesquelles on se rend bien compte que ces 100 000 milliards de bactéries, elles n'étaient pas là par hasard. Donc elles peuplent notre tube digestif, elles sont notre meilleure défense immunitaire. Il y en a pour plus de 2 kilos quand même dans le tube digestif de bactéries. Imaginez, hein. Ouais, C'est ça. c'est Plus lourd que le cerveau. Ouais. Donc 2 kilos. En même temps, ces 2 kilos de bactéries, il faut bien les nourrir. Donc si nous mangeons correctement, nous mangeons bien combiné, nous mangeons des aliments non transformés, ces petites bactéries de 2 kilos dans notre tube digestif, elles sont contentes, elles vont se nourrir et en échange, elles vont produire des molécules qui vont nous permettre d'avoir une bonne résistance. Et elles vont surtout produire des molécules qui vont permettre d'avoir un tube digestif avec une bonne barrière, ce qu'on appelle la barrière intestinale, et qui va permettre justement de laisser les aliments passer à travers la barrière pour aller nourrir toutes nos cellules à travers le système sanguin et retenir toutes ces fameuses petites bactéries dans le tube digestif. Mais malheureusement, comme le dit le docteur Ferry, quand il y a l'obésité, le diabète, toutes ces maladies-là vont faire qu'au final, ces bactéries commencent à mourir. Si ces bactéries meurent, elles ne produisent plus ces fameuses molécules qui renforcent la barrière intestinale. Et là, elles commencent à s'échapper du tube et elles vont aller vers le système sanguin. Pourquoi est-ce qu'on parle de réaction immunitaire de l'organisme qui attaquerait son propre appareil digestif? Parce que ces bactéries n'ont pas à être dans le système sanguin. Elles sont censées rester, vivre et mourir dans le tube digestif. Donc elles ont migré en fait. Voilà, parce que la paroi intestinale devient Poreuse. hyper perméable. Poreuse, exactement. Elle devrait laisser passer que les nutriments et certains produits synthétisés par ces bactéries. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle laisse carrément passer les bactéries. Ces bactéries ne sont pas censées se retrouver dans notre système sanguin. Elles sont censées rester dans la barrière. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui s'ignorent finalement, qui souffriraient de MIS-C? Pas mal, beaucoup. C'est au jour d'aujourd'hui, 200 000, tu disais, avérés. C'est des gens qui ont des symptômes, mais la dysbiose ou la perturbation du microbiote. Alors la dysbiose pour tout le monde, docteur Ferry. C'est la perturbation de l'écologie bactérienne, en fait, au niveau du microbiote, comme l'avait décrit le docteur Ousdik, il y a plus de 100 000 milliards de bactéries. Ces 100 000 milliards de bactéries, elles vivent ensemble. Mais il peut y avoir à un moment, pour des raisons alimentaires ou autres, le nombre, la diversité de ces bactéries, parce qu'il y a plus de 1000 espèces dans le microbiote, elles chutent drastiquement. On se retrouve avec quelques espèces de bactéries et donc elles ne sont plus aussi diverses et variées qu'elles ne l'étaient auparavant. Et donc les bactéries qui étaient bonnes pour l'organisme, elles ne sont plus présentes et donc comme elles ne sont plus présentes, elles ne produisent plus leurs produits de dégradation, ce qui entraîne la modification de la porosité de la barrière intestinale. Et donc ça crée l'inflammation. Mais donc il y a beaucoup de personnes qui doivent avoir une dysbiose ou une perturbation de leur microbiote intestinal et qui ont donc des symptômes divers et variés qu'on peut rattacher au microbiote. Depuis 10 ans, il y a une explosion d'études sur le microbiote qui étudie toutes les pathologies. Moi, en tant qu'urologue, on a pu mettre en évidence que la perturbation du microbiote pouvait favoriser le cancer du prostate. Pourquoi? La porosité de cette barrière intestinale peut laisser passer des bactéries particulières qu'on appelle les Escherichia coli, qui sont bien connues des femmes parce que ça entraîne souvent des infections urinaires à répétition. Et on a montré que cet Escherichia coli, quand il se balade
dans la circulation va se retrouver au niveau du tissu prostatique et créer une inflammation chronique au niveau du tissu prostatique, ce qui peut favoriser la dégénérescence des cellules prostatiques en cancer, en sachant qu'il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui entraînent le cancer de prostate. Alors qu'il n'a rien à faire là, mais est-ce qu'on peut le mesurer finalement? Est-ce qu'on peut les retrouver par un examen? On essaye là de développer... Alors, on parle du cancer de prostate, on peut trouver le microbiote urinaire, on peut essayer de le détecter, mais c'est pas encore fait de façon routinière. Mais l'analyse du microbiote intestinal, c'est en train de se développer. Mais il y a quelques freins, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est pas refait dans tous les laboratoires de France et de Navarre, fait de façon routinière. Et surtout, quand on a un microbiote perturbé, il faut savoir l'interpréter. Voilà, nous au centre, nous on reçoit souvent des patients à qui on fait faire justement cette analyse des selles. Donc c'est à partir des selles, on amplifie le signal de tout ce qu'il y a dans les selles. On arrive à voir un petit peu. C'est un bilan floral, c'est comme un bilan sanguin, mais là c'est un bilan floral. On va voir toutes les espèces bactériennes qu'il y a chez ce patient, et à partir de ces espèces, on va voir. Est-ce qu'il y a les bonnes, les mauvaises, et surtout comment interpréter et comment corriger. Comment ça s'appelle cet examen? Ça s'appelle un ScanFlore. Voilà. J'ai vu que vous parliez de ScanFlore dans votre livre, mais j'ai pas retrouvé l'examen. C'est déposé, j'imagine, parce que j'ai recherché l'examen. Ouais, mais c'est ce qui est quand même très. J'espère qu'un jour ça sera quelque chose de possible pour tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, on est très peu à le proposer en France, et très peu à savoir l'interpréter, et très peu à savoir le corriger par la suite. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est souvent des analyses qui se font à l'étranger. Parce que c'est particulier, c'est une analyse par PCR, c'est amplification du métagénome, donc c'est pas fait de façon routinière, et comme le dit Kaina, souvent c'est externalisé à l'étranger. J'aimerais qu'on définisse ces MIS-I. Alors la maladie de Crohn, quels sont les symptômes pour ceux qui nous écoutent? Alors la maladie de Crohn, comme je l'avais dit initialement, c'est une maladie qui est située au niveau de l'intestin, la partie terminale de l'intestin qu'on appelle l'iléon. Donc ça peut se manifester souvent par des diarrhées chroniques, des constipations, des douleurs, de la fièvre. Ouais, mais on parlait de pourquoi ça il y a les deux en fait. D'un côté vous avez la diarrhée, de l'autre côté vous avez la constipation. Ouais. En fait ça peut alterner, parce que la maladie de Crohn, comme elle est située au niveau de l'intestin, elle peut créer des sténoses quand elle évolue depuis plusieurs années, en créant des rétrécissements. Donc on arrive à moins avoir des selles, et ça peut se fistuliser, créer des abcès. Donc on est obligé parfois d'opérer et de retirer des petits bouts d'intestin quand les traitements anti-inflammatoires, corticoïdes ou même certains traitements immunosuppresseurs sont inefficaces. Alors, la rectocolite hémorragique, c'est quoi la différence entre une rectocolite et une colite? C'est la même chose? Non, en fait, la colite, c'est le terme générique pour dire une inflammation du côlon. Ça peut être lié à des bactéries comme le Clostridium, par exemple. Mais la rectocolite hémorragique, c'est localisé à la partie basse du rectum, et il y a des lésions ulcéreuses, en fait, qui créent une hémorragie, des douleurs et des saignements dans les selles. Est-ce que ça peut être confondu avec des hémorroïdes, par exemple? Non, c'est pas du tout... non, mais je ne sais pas au niveau des... Non, alors le saignement peut être confondu au niveau des selles, mais le saignement qui arrive par les hémorroïdes, c'est souvent après avoir eu des selles, et c'est sur le papier, il est rouge vif, voilà, et puis c'est pas là... On sent des petites boules, il n'y a pas de trouble du transit, comme on le voit dans la rectocolite hémorragique. C'est pas du tout la même pathologie, même si ça donne de graves douleurs, les hémorroïdes. Et toutes ces pathologies, elles ont ce fameux point commun qui est le microbiote et son déséquilibre. Et c'est ce qu'on appelle la dysbiose. D'accord. Et le syndrome du côlon irritable? Alors le côlon irritable, c'est une pathologie qui regroupe des symptômes en fait. Donc des douleurs abdominales, un ballonnement, un ventre gonflé, une alternance de diarrhée ou de constipation. Enfin, on n'est pas bien au niveau de son tube digestif, mais il n'y a pas de lésion. Oui. Comme on retrouve dans la maladie de Crohn ou comme dans la rectocolite hémorragique. C'est un syndrome. Et ça, on a essayé de le rapprocher à l'inflammation chronique de l'intestin. Et quand Kaina souvent a des patients qui ont du côlon irritable, en modifiant leur alimentation, en leur faisant de bonnes combinaisons, ils n'ont plus ces troubles de la digestion, ils diminuent
leur inflammation et ils se retrouvent transformés. Avant ça, quel est l'examen qui permet de diagnostiquer ces pathologies ? Alors, tout ce qui est inflammatoire peut se diagnostiquer par une prise de sang. Par exemple, la CRP, ça mesure l'inflammation dans le sang, la vitesse de sédimentation, les leucocytes qui sont un peu élevés. Au niveau de la numération, on peut avoir une petite anémie inflammatoire. Et souvent, on peut faire le diagnostic par ce qu'on appelle une coloscopie. On peut faire des prélèvements et voir les lésions quand on rentre dans le côlon. On peut faire aussi, maintenant, on a développé des coloscans, des scanners où on avale juste une petite capsule qui permet de voir par vidéo tout l'intérieur de l'intestin. On peut faire aussi une IRM. Et puis maintenant, on fait, nous, ce qu'on propose aux patients, c'est ce fameux ScanFlore qui est, à partir des selles, analyser toute la composition de leur microbiote dans le tube digestif. Et on va venir réparer toutes ces bactéries qui se sont déséquilibrées. Ça coûte combien ? Le ScanFlore ? Le ScanFlore coûte 250 €. D'accord. Ouais. C'est remboursé ou pas ? Non, malheureusement, ce n'est pas remboursé. On parlait de la complexité oui, tout à fait. Et d'aller le faire réaliser souvent dans des laboratoires qui sont à l'étranger. Ou même dans les laboratoires français, certains le proposent, mais vont envoyer vos selles à l'étranger pour faire cette étude. Alors, on a Sabrina qui est avec nous, et Sabrina nous appelle de la région parisienne au 01 53 48 3000. Sabrina, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Bonjour Sabrina. Bonjour. Oui. Alors, je vous appelle pour apporter un peu mon témoignage par rapport à la maladie de Crohn, justement. Alors, vous l'avez depuis quel âge ? Écoutez, moi, elle a été diagnostiquée il y a tout juste 5 ans. J'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai toujours eu des symptômes depuis à peu près mes 15 ans. On n'a jamais mis de nom sur la maladie. Justement, ça... On confondait souvent les apnées que je faisais, les apnées anales que je faisais, aux hémorroïdes. Donc, avec la proctologue qui me suivait, c'était souvent des hémorroïdes, donc j'avais les traitements pour, jusqu'à il y a 5 ans où j'ai été hospitalisée pendant très très longtemps, et on a réussi à mettre un nom sur cette fameuse maladie. Donc voilà, c'est très très compliqué à vivre tous les jours. C'est souvent une maladie, on va dire entre guillemets, pour moi, tabou. On a un peu du mal à en parler. Un peu une maladie fantôme parce que on voit pas forcément de l'extérieur ce qu'on ressent. C'est très handicapant tous les jours. On allège la douleur parce que avec le Crohn, j'ai développé aussi une spondyarthrite. Voilà, c'est encore une inflammation supplémentaire. Donc c'est toujours la même chose. C'est lié en fait. C'est lié, c'est lié. C'est cette barrière intestinale qui devient hyper perméable et donc va tout laisser passer du tube digestif vers le système sanguin et au final on finit par développer ce type d'inflammation secondaire. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, c'est grâce à la spondyarthrite qu'on a découvert le Crohn en fait. Ouais, c'est ça. C'est que du jour au lendemain, je me réveille pour emmener mes enfants à l'école, impossible de poser le pied par terre, une grosse inflammation au niveau de l'orteil. Et de là, analyse poussée, 3 semaines à l'hôpital pour qu'on puisse enfin poser un nom sur la maladie et entre guillemets être soulagé, quoi. Et là, je dirais que la priorité maintenant, c'est de reconstituer les bactéries qui se trouvent dans votre tube digestif pour augmenter la résistance et venir cicatriser cette inflammation. Et c'est très, très, très important de se dire que votre pilier central qui va être le plus important pour soigner, c'est l'alimentation. Il faut faire attention à ce que vous mangez, comment vous les mangez, comment vous les associez. Il faut faire vraiment attention à votre alimentation. On va dire, dans ces maladies-là, moi je dis que l'alimentation, c'est vraiment des alicaments. Exactement ça. Je suis suivie par une nutritionniste une fois par mois. Je suis obligée, sinon je perds pied, quoi. Ouais, complètement. Et c'est très 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 important de se dire, voilà, je dois manger des aliments pas transformés. Je dois réduire le sucre. Si j'aime manger des aliments trop sucrés, il faut que je réduise ça. Il faut que je mange moins gras. Je dois essayer d'enrichir mon alimentation avec ce qu'on appelle les oméga 3, les polyphénols. On trouve ça dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales complètes. Mais je dois bien les combiner pour que je puisse en tirer un réel bienfait et venir réduire l'inflammation et pas l'augmenter davantage. Et c'est là où malheureusement en France, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vraiment la première. Ce qui est aussi, c'est qu'il y a plusieurs traitements avec cette maladie et il faut arriver à trouver le bon traitement, en fait, qui nous va
et qui nous aide à avancer et à aller mieux, quoi. Moi, je suis passée par plusieurs traitements avant de trouver le traitement. On m'a mis sous une IRA, Métoject, puis après je suis passée par les perfusions de Rémicade. Le Rémicade, c'était parfait jusqu'au moment où je commençais à faire des allergies. Donc on a été obligé d'arrêter le Rémicade, donc j'ai fait une rechute. Et moi, sachant que quand je fais des rechutes, c'est souvent au niveau anal, avec plusieurs abcès à répétition. Donc je me suis fait opérer 6 fois d'abcès anal. Là, ce qui sera vraiment très très important pour vous, Sabrina, c'est vraiment d'essayer, je le dis vraiment, c'est d'essayer de bien combiner tous les aliments. C'est partir sur des aliments naturels, pas transformés. C'est cuisiner à la maison, réduire un peu le sel, mais surtout bien les combiner. Chez vous, si vous mangez... Ça suffit pas de manger les bons aliments s'ils sont mal combinés. C'est ça, exactement, c'est ça. Voilà. Si on sait très bien que les céréales complètes, c'est très 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 important. Il y a de la fibre alimentaire dedans, ça vient corriger, soigner le microbiote. Mais on sait que cette céréale complète qu'on appelle les féculents, si on va la manger avec un fruit à côté, c'est vrai que le fruit est bénéfique, c'est un antioxydant et lui aussi va apporter ses bienfaits. C'est vrai que la céréale complète aussi va apporter ses bienfaits, mais associer tous les deux, c'est tout là le problème. Et c'est ça à mon avis, ce qu'on ne met pas en avant au jour d'aujourd'hui dans l'éducation alimentaire. Dans ces maladies-là. Merci de votre témoignage, Sabrina. Alors, 2 choses avant de voir l'alimentation anti-inflammatoire, le curcuma et le gingembre, c'est bien, docteur Ferry, finalement, pour lutter contre l'inflammation. Alors moi, je suis un fervent défenseur et un partisan du gingembre et du curcuma. C'est 2 racines qui sont utilisées depuis des milliers d'années dans la médecine ayurveda, dont on s'inspire beaucoup, qui avait compris déjà les combinaisons alimentaires à l'époque. Donc le gingembre et le curcuma, ils sont riches en polyphénol. C'est un élément qui est très important pour lutter contre l'état de stress oxydatif au niveau du corps humain et donc de l'inflammation. Et donc, on a plusieurs études épidémiologiques ont montré que le curcuma utilisé en infusion ou mangé dans son alimentation, 2 grammes par jour, diminuait fortement la prévention, le taux de cancer de prostate. Il a même été prouvé que quand on prend du curcuma et qu'on a un cancer de prostate et qu'on doit, par exemple, avoir une radiothérapie ou une chimiothérapie, ça a montré dans certaines études que ça pouvait potentialiser l'effet de la radiothérapie et de la chimiothérapie qui devenait plus efficace. Alors il faut savoir que pour que le curcuma soit efficace, il faut l'acheter, il faut l'utiliser, mais pas en complément alimentaire. Et surtout associer aussi au curcuma du poivre noir, parce que le poivre noir, ça permet d'absorber plus de 1000 fois, de rendre plus 1000 fois efficace le curcuma. Vous le prenez sous quelle forme, vous, docteur Ferry? Alors, on peut le prendre de plusieurs façons. Moi, ce que j'aime faire, c'est le râper et le faire infuser dans de l'eau bouillante. Et j'associe ça à du gingembre, qui est aussi une racine utilisée dans la médecine ayurveda, qui a plein d'effets, autres qu'un effet anti-inflammatoire. Ça a des effets pour lutter contre les douleurs articulaires, ça a un effet anti-cancéreux, anti-inflammatoire, et ça agit aussi sur la libido et autres. Donc on peut râper aussi les racines de gingembre, les faire infuser, et ils ont une action contre la prévention du cancer de la prostate. Ça permet de diminuer l'incidence, l'apparition du cancer de prostate. Docteur Oussedik, les probiotiques, c'est pas automatique, c'est comme... c'est ça, c'est comme les médicaments. C'est comme les médicaments. C'est pas automatique, c'est pas parce que nous sommes en hiver, allez tiens, je vais prendre ma cure de probiotiques. Faut savoir que les bactéries qui peuplent notre tube digestif et qu'on appelle ce microbiote doit être à l'équilibre. Il ne doit pas avoir une famille excessive par rapport à l'autre. Alors, on connaît les familles bactériennes qui peuplent notre tube digestif, c'est les firmicutes, les bactérioïdes et les actinobacteria. C'est 3 grandes familles qui peuplent le tube digestif et il ne faut pas venir les déséquilibrer. Donc, on ne peut pas s'amuser à prendre un probiotique riche en bacillus, riche en firmicutes ou autre, comme ça, à l'aveugle. Pourquoi ? On va déséquilibrer le microbiote. Ça, on ne nous le dit pas. On dit que les probiotiques, c'est bon, mais on ne dit pas que ça risque de déséquilibrer. Ouais. Et si vous avez une bactérie qui s'exprime un peu plus que les autres, cette bactérie va causer, ce qu'on disait tout à l'heure, une réaction inflammatoire.
Et donc, elle va se retrouver dans le système sanguin. Et ça va venir tout déséquilibrer. C'est pour ça que souvent, les gens qui ont les maladies inflammatoires du tube digestif, que ça soit le Crohn, la rectocolite, que ça soit le côlon irritable, disent souvent « j'ai pris des probiotiques et ça a un petit peu aggravé mon état ». Parce qu'ils ont déjà un tube digestif déséquilibré. Alors j'aimerais qu'on voit l'alimentation anti-inflammatoire, en quoi elle consiste, Kaina? Alors souvent, dans l'alimentation anti-inflammatoire, il y a une molécule qui revient souvent, c'est le butyrate. Le butyrate, c'est une molécule qui est produite par nos superbes bactéries du microbiote. Mais pour que nos bactéries du microbiote produisent cette molécule magique, entre guillemets, le butyrate, il faut enrichir notre alimentation de légumes un petit peu cuits, ce qu'on appelle les légumes un peu croquants. Al dente. Il faut manger ces fibres végétales, donc le haricot vert, les endives, le fenouil. Il faut favoriser les céréales complètes, manger certains fruits comme la banane, la poire, la pomme, etc. Manger ces aliments bien combinés vont faire que ils vont passer par toutes les étapes de la digestion. Donc, on va les mastiquer, on va les enrober de cette fameuse enzyme qui nous permet la première étape de digestion. Ensuite, ils vont arriver dans l'estomac, ils vont subir encore une transformation. Après, dans les intestins également. Et voilà que ce bol alimentaire devient des nutriments. Alors, un exemple d'association, de bonne association. Alors, je mange du pain. Je mange du pain de seigle le matin avec un petit peu de fromage. Si je suis un monsieur ou une femme qui pratique beaucoup d'activités sportives, je peux associer à côté des œufs du fromage de chèvre ou de brebis. Je peux faire aussi un ferment qui va être important pour mon microbiote, c'est le yaourt. Je peux utiliser un yaourt de chèvre, un yaourt de brebis ou un yaourt végétal. Le café, quand c'est un café bien torréfié et qui n'a pas trop d'aluminium en lui après la torréfaction, ce qu'on appelle les cafés bio, souvent on peut les utiliser aussi. Ils sont bénéfiques à notre tube digestif. Le thé vert également. Tous ces aliments. Le thé noir, docteur Ferry? Non, parce qu'en fait, le thé noir, c'est une oxydation prolongée du thé vert. Et en fait, le thé est extrêmement riche en une substance qui est notre amie à tous, qui sont les polyphénols, qui sont les plus puissants antioxydants qui existent dans notre alimentation. Les polyphénols aussi vont permettre de fabriquer ce butyrate dans les fruits rouges sont très riches en polyphénols. La fraise, c'est le champion des polyphénols. Et le thé vert contient de la catéchine, qui est un antioxydant puissant et qu'on peut utiliser en laissant infuser longtemps, plus de 10 minutes, et ça permet de diminuer, par exemple, on a montré que ça diminue l'incidence du cancer de prostate. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme la Chine et le Japon, qui sont les premiers producteurs de thé vert au monde, l'incidence du cancer de prostate est la plus basse au monde, parce qu'ils consomment au moins 2 à 3 tasses de thé vert par jour. Donc, mieux vous nourrissez votre microbiote, moins il y a d'inflammation et mieux l'équilibre de l'être humain est acquis. D'autres aliments qui sont des amis bien combinés pour l'alimentation anti-inflammatoire? Alors souvent on parle de l'avocat. On dit que l'avocat, c'est de la fibre très important, riche en beaucoup de minéraux. Et on dit que si on associait l'avocat sur le pain complet, le pain de seigle, le pain complet, on va faire une bonne combinaison pour le microbiote. C'est vrai, cette bonne association, elle est réelle. Mais si on vient mettre du citron dessus, c'est fini. Un aliment qui est très 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 riche en polyphénol, qui est notre meilleur ami, mais que les gens n'aiment pas beaucoup, mais qui est très intéressant, ce sont tout ce qui est la famille des crucifères, comme le brocoli ou le chou de Bruxelles. Ils sont très riches en isocyanate. Et ça permet de diminuer de façon drastique et importante l'anti-inflammation ambiante dans le corps humain. Donc manger. Ça fait pas gonfler l'estomac. Parce que c'est une bonne fermentation. Longtemps, on a voulu bannir tous les aliments qui fermentaient, mais en réalité, il y a des bonnes fermentations qu'il faut provoquer dans le tube digestif. Alors le brocoli ou les choux, pour qu'ils soient vraiment le plus efficaces dans notre organisme, il faut pas les faire cuire ou les faire bouillir dans l'eau. Il faut les manger en wok, en fait. Et les faire à peine les faire cuire pour qu'ils gardent toute leur activité antioxydante. On les dégorge un peu de leur eau et on va les concentrer en minéral et en fibres. Chou, quoi d'autre comme aliment ami? Comme aliment ami, il y a le chocolat. C'est en plus là. Ça nous arrange. Mais alors, quand vous parlez de chocolat, vous parlez de noir. Oui. Chocolat noir, 100% fèves de cacao. Et ça aussi, c'est très très riche en polyphénol. Donc les fruits aussi. Les oléagineux.
nos amis les noix. Les noix, c'est très riche en oméga 3. Pignon de pain. C'est un puissant anti-inflammatoire, exactement. Manger de l'huile de noix. Bon, on a fait qu'effleurer le sujet. Huiles végétales. Les huiles. Oui. Huile de lin, huile de noix, huile d'olive. Oméga 3. Vive le régime crétois, finalement. Exactement. Bien, on reviendra sur le sujet, parce qu'on l'a effleuré. Je rappelle que vous avez écrit La magie de la digestion chez Inter Éditions. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous reverrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et très belle journée santé.